est-ce que les gens sont... Est-ce qu'il y a une méchanceté humaine, ou est-ce que finalement les gens sont fondamentalement bons? Alors il y a évidemment beaucoup d'exemples dans l'histoire récente, au XXe siècle, qui montrent qu'il y a quand même pas mal de méchanceté chez les humains, jugés par les massacres de masse. Toutes les questions sur la nature humaine. Oui, les questions sur la nature humaine, oui. Et puis, en dépit de ces faits terribles, des millions d'hommes massacrés, il y a l'idée qui nous est venue depuis le XVIIIe siècle. Alors souvent on dit c'est Rousseau, bon, mais c'est pas seulement Rousseau, c'est bien d'autres avec lui, que fondamentalement l'homme est bon, voilà, donc normalement tout doit pouvoir s'arranger entre nous. Bon, alors la querelle, la controverse, elle a commencé au début du 5e siècle après Jésus-Christ, quand saint Augustin s'est opposé à un évêque qui s'appelait Pélage. Alors saint Augustin, lui, pensait que les êtres humains, à cause du péché originel, les êtres humains avaient déchu, et que donc ils étaient incapables de faire leur propre bien, en quelque sorte. Donc il fallait qu'il y ait une société qui les contraigne pour qu'ils se tiennent tranquilles, et puis il fallait la grâce de Dieu pour que vraiment ils sortent de leur péché, quoi. Alors que Pélage, qui s'adressait lui à des notables de l'Empire romain, qui souvent, en général, avaient un arrière-plan stoïcien, ils avaient une culture stoïcienne, ça veut dire, la culture stoïcienne, on peut, en travaillant sur soi-même, se sortir d'affaires. On a des capacités pour faire le bien et se sauver. Bon. Et donc, cette question, elle a rebondi, ça a rebondi au XVIIe siècle avec les Pascal d'un côté, qui est janséniste. Donc, il te fait un tableau de la condition humaine où les gens sont incapables d'aller vers ce qui les sauverait. Ils peuvent qu'aller à leur perte par eux-mêmes. Et puis d'autres, il y avait d'autres penseurs au XVIIe siècle, et les philosophes d'une manière générale. Les philosophes sont toujours beaucoup plus optimistes sur la capacité, en pensant par soi-même, d'arriver à un mieux, etc. Bon, alors, la façon dont je me situe, qu'il y ait une possibilité native chez l'être humain d'aller vers la méchanceté, c'est vrai, cette possibilité existe. Elle existe pourquoi? Parce que le fait que les autres existent, c'est à la fois ce qui me permet d'exister, mais à la fois c'est ce qui limite mon existence. C'est en passer par les autres pour exister. Parce qu'on a vu que c'était la condition originelle du bébé. Donc chacun d'entre nous, il a fallu qu'on en passe par cette espèce de cette statue du commandeur, du papa et de la maman, pour soi-même arriver à exister. Et donc, les enfants vivent dans ils ont des moments de rage contre ça, dans leur propre impuissance face à des adultes qui leur paraissent tout puissants. Et le désir d'exister, comme on a vu, le désir d'exister, sa plus grande expansion, ce serait d'être tout. Donc, dans le fond, j'existe moi, mais les autres ne sont plus rien. Ben oui, il y a une possibilité qu'un être humain se construise, se développe dans le sens de plus je les soumets à mon pouvoir, plus j'existe, plus ils sont obligés de sentir la douleur que je leur occasionne, que je leur cause, plus moi j'existe. Et Dieu sait que ce ressort, on le voit fonctionner dans toutes sortes de cas. Bon. Mais ça ne veut pas dire que ce soit la pente profonde et naturelle de tout être humain. C'est une possibilité qui est inscrite en nous, oui.
l'autre possibilité, elle est également inscrite en nous de manière aussi profonde, c'est-à-dire l'autre possibilité, c'est je suis content que les autres existent, parce que pour me sentir bien, je ne peux pas me sentir bien comme ça tout seul dans le vide, mais si on est deux à être heureux l'un de l'autre, ça va être formidable. Et ça aussi, on voit ça tous les jours avec les... Moi, je vois ça avec mes petits-fils, l'espèce de... quand l'interaction stimule leur sentiment d'exister, je vois leur visage s'éclairer, l'enfant peut être radieux, enfin, bon, c'est absolument... c'est touchant, quoi. Des enfants peuvent être absolument... le monde s'éclaire dans une interaction où, voilà, tous les deux on existe. C'est formidable, enfin, tous les deux, ou plus de deux, enfin, bon... et cette possibilité, elle est aussi profondément ancrée en nous que la possibilité inverse. Ça peut basculer. Bon. Alors, donc, il n'y a pas lieu de dire est-ce que l'homme est bon, est-ce qu'il est méchant, est-ce que Saint-Augustin a raison, est-ce que, au contraire, ce sont les humanistes, les stoïciens et les béni-oui, les adeptes des bons sentiments. Non, les deux choses sont vraies à la fois. Bon. Les deux choses sont vraies à la fois. Simplement, tout ça devrait attirer notre attention sur quelles sont les structures qui médiatisent les relations entre les gens. Donc il faut sortir de l'idée que tout ce que nous sommes existe à partir de nous, le meilleur de nous-mêmes peut se trouver à l'extérieur de nous. Ça, c'est difficile à comprendre, mais le meilleur de nous-mêmes n'est pas forcément à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que la structure relationnelle dans laquelle on fonctionne peut faire de nous des êtres bons, merveilleux, et elle peut aussi faire de nous des êtres abominables. Et ça, on voit très bien ça, on peut voir ça fonctionner très tôt chez des enfants qui peuvent à un certain moment basculer d'un côté ou de l'autre. Et puis on le voit évidemment dans la vie des adultes, selon les structures sociales dans lesquelles ils sont prises, justement les écosystèmes relationnels dans lesquels ils sont, ça peut aller vers des choses effrayantes ou vers des choses épatantes. Mais étant donné la tradition occidentale qui veut que chacun ait sa source d'existence en lui, on a une tendance à sous-évaluer l'importance des médiations relationnelles qui vont faire qu'on va se comporter d'une manière ou d'une autre. Voilà, il faut arriver à comprendre que voilà, justement le meilleur de nous-mêmes n'est pas forcément en nous. Parce qu'on veut bien penser que ce qui est mauvais est à l'extérieur de nous. Oui, moi je suis bon. Par exemple, on entend des gens dire ce sont les adultes qui font rentrer dans la tête des enfants la peur des ogres, la peur des loups, etc. Sinon les enfants, eux, ils seraient blancs comme neige, et ils n'auraient pas ces horribles pensées. Mais c'est absolument faux. Les enfants sont par eux-mêmes, peuvent entrer dans ces noirceurs bon. Moi j'ai appris comme tous les étudiants, en philo, en sciences politiques, on apprend les théories de l'état de nature et du contrat social, parce que l'Occident mouline ça depuis sans doute les premiers, ce sont les franciscains au début du XIVe siècle qui ont commencé à penser les choses de cette façon-là, puis ça s'est élaboré peu à peu avec les jésuites de l'Esmond scolastique, et qui ont passé ça ensuite à des philosophes ou des juristes laïcs. Donc on a les différentes versions, celle de Locke, celle de Hobbes, celle de différents juristes, celle de Rousseau évidemment, qui pour les Français est très connue. Donc on part à chaque fois d'un présupposé, il y aurait des individus qui existeraient à l'état de nature, c'est d'ailleurs ce que raconte Lucrèce dans le De Natura Rerum, les hommes vivent éparpillés comme ça, une vie difficile parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes, alors il leur vient l'idée que s'ils s'organisaient entre eux, ce serait quand même plus facile. Bon.
Et alors oui, on va fonder une société. Ah oui, alors on va s'accorder. Comme sur quelle base? Ah, on va faire un contrat social. Oui, voilà. Bon. Voilà l'histoire qui est racontée et qui, je pense, continuera d'être racontée encore longtemps à l'université. Et qui non seulement est une construction, souvent d'ailleurs les gens qui enseignent ça, ils sont retors, parce qu'ils disent oui, les choses ne se sont sans doute pas passées comme ça, mais c'est une fiction rationnelle. C'est-à-dire c'est quand même la meilleure façon de se représenter comment la société s'est constituée. Et donc il y a une nage comme une anguille dans disant oui, c'est une fiction, mais elle est rationnelle. Donc, en réalité, c'est purement et simplement un mythe. Et ce mythe n'est pas du tout rationnel, parce qu'il est complètement contraire à tout ce qu'on peut savoir sur l'origine de l'humanité. Et ça, on le sait. Là aussi, c'est des connaissances qui sont apparues il y a quelques... disons, après la Seconde Guerre mondiale, les progrès en primatologie ont été très considérables. On a été obligé de se rendre compte que la vie sociale, c'est pas du tout les humains qui l'avaient inventée, elle était pleinement présente chez les primates. Chez d'autres animaux aussi, bien sûr, les abeilles, tout ça, mais... Mais pourquoi on n'est pas resté primate alors? Pourquoi on n'est pas resté primate? Ça, en fait, personne ne le sait exactement, mais ce qu'on peut... Parce que qu'est-ce qui a déclenché des adaptations qui ont fait que le cerveau s'est développé? Ça, c'est des questions que les paléoanthropologues se posent aussi. Donc, les paléoanthropologues, ils ne savent pas tout, bien entendu, parce qu'ils travaillent qu'avec des traces très limitées, mais en tout cas, eux, ils sont d'accord avec les primatologues sur le fait que oui, il y a toujours eu une vie sociale, donc l'état de nature, c'est l'état social, ça est indiscutable. Dans cet état de nature, les singes ont des communications qui sont déjà très subtiles, très complexes, mais ils n'ont pas du tout le langage dont nous disposons. Bon. Ils n'ont pas du tout non plus le cerveau dont on dispose, puisque le cerveau de l'Homo sapiens, il est presque 3 fois plus volumineux que celui des singes, c'est quand même pas rien, et sur des zones très très importantes. Les zones qui se sont développées sont des zones qui permettent une beaucoup plus grande autonomie. Donc on peut supposer qu'il y a eu des conditions de vie qui ont fait que ceux qui étaient plus aptes à communiquer avaient plus de chances de se reproduire, et donc ceux qui avaient un cerveau leur permettant une plus grande subtilité de communication étaient favorisés, et que ça fait boule de neige, et qu'il y a eu une coévolution entre le cerveau et la complexité de la vie sociale. Bon. Et donc il y a eu une croissance exponentielle du cerveau, et il y a une courbe comme ça qui monte très vite, c'est-à-dire que pendant plusieurs millions d'années, le cerveau des hominiens n'était pas considérablement plus grand que celui des singes. Au début, il était juste un peu plus gros, puis ça a duré très longtemps comme ça, oui, le cerveau grossissait lentement. Et puis dans les derniers 500 000 ans, alors là, il y a une accélération. Et donc il y a 100 000 ou 200 000 ans, l'Homo sapiens que nous sommes est apparu. Bon. Donc il n'y a aucun doute, il faut renoncer, il faut faire une croix. Nos chères traditions répétées par la philosophie politique, état de nature, contrat social, ben non, il faut y renoncer. D'autant plus que les résultats de la paléoanthropologie, de la primatologie, concordent avec ceux de la psychologie du développement, parce que pour les bébés aussi, on voit bien que le bébé il ne devient une personne que dans une relation socialisée. Donc là, tout concorde. Alors, ça a des conséquences importantes. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... je me suis dit, il y a une jonction à faire avec la pensée politique. Une jonction, aussi bizarre que ça puisse paraître, les bébés, ce qu'on peut apprendre sur les bébés,
donc dans une zone du savoir qui est très éloignée de la philosophie politique, ou sur les singes, etc., ça a un impact très important sur nos idées politiques. Oui, parce que quand on a commencé à penser les choses en termes d'état de nature contrasocial, du coup, la vision de la société, c'est elle avait un fondement utilitaire. C'est-à-dire, les êtres humains préexistent, donc la question du sentiment d'exister, tout ça, c'est déjà réglé. Donc j'ai pas besoin des autres pour exister. Mais simplement, pour ma vie pratique, ouais, c'est plus commode avec les autres. Bon, pour garantir ma sécurité, pour produire les choses dont j'ai besoin, etc. Bon, et les sciences économiques ont emboîté le pas, évidemment, elles racontent une histoire qui est parallèle à l'histoire du contrat social, c'est-à-dire elles imaginent volontiers une sorte de Robinson Crusoe qui fabrique des trucs, et puis ils rencontrent un autre Robinson Crusoe qui fabrique d'autres choses. Ah, toi tu fabriques ça, mais alors, eh ben on va pouvoir échanger parce que ça va être très avantageux pour nous deux. Bon, voilà. Donc de cette façon, la société naît sur une base utilitaire. Et ça, c'est quand même, on peut dire, la doxa. Enfin, c'est bon. Il faut bien se rendre compte que cette idée que la société n'a qu'une fonction utilitaire est une idée très particulière. C'est-à-dire que les autres cultures humaines ne pensent pas les choses comme ça. Elles pensent que les êtres humains, ben oui, c'est le fait de vivre en société qui fait d'eux des humains. Donc la société ne joue pas seulement un rôle utilitaire, elle joue un rôle constitutif pour les humains. Donc là, c'est la vie en société et les cultures qui vont avec ces sociétés. Alors c'est un peu humiliant pour des occidentaux évolués de devoir se dire que les primitifs avaient raison et que nous, si savants qu'on soit, on avait tort. Bon, mais c'est quand même comme ça. C'est comme ça. Et donc, alors pour le moment, ça n'a aucun impact sur la pensée politique et encore moins sur la réalité politique, mais fatalement, ça en aura un, petit à petit, ça aura un impact. Ça aura un impact. Et il y a des tas de choses qu'on a sous les yeux dont on ne réalise pas la portée parce qu'on n'a pas les cadres mentaux appropriés, justement. Parce que quand on pense en termes d'état de nature contrasocial, donc une société qui a un rôle utilitaire, du coup on dit oui, bon, alors l'économie, ça sert à produire les choses dont on a besoin, etc. Voilà. Mais si on change de cadre, on commence à penser que la vie sociale elle est constitutive de l'existence humaine, donc que le sentiment d'exister, le fait que moi, que je sois, dépend intimement des relations sociales que j'ai avec d'autres et de ce qui médiatise ces relations, donc toutes sortes de biens matériels ou immatériels, privés ou collectifs, qui jouent dans la société, que tout ça joue un rôle, pas seulement utilitaire, mais même ontologique. Avec ce cadre-là, on peut observer toutes sortes de faits et les comprendre. On peut comprendre des choses très très simples. Pourquoi un chômeur déprime, même s'il a une bonne... même s'il touche un chômage correct. Pourquoi quelqu'un qui est mis à la retraite peut déprimer? Moi j'ai discuté avec des médecins, plusieurs fois m'ont dit oui, je le vois. Ils me disaient je vois des gens qui sont mis à la retraite et ils dépriment. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un écosystème relationnel qui nourrissait leur sentiment d'exister. Hop, on retire le tapis sous les pieds, et les gens tombent. C'est normal. À moins qu'ils aient prévu autre chose, évidemment. Il faut pouvoir se reloger dans un autre écosystème.